Merci à toutes et à tous qui êtes présents. Merci à Lucas pour l'organisation et le passage du relais. Je m'appelle Maxime Trocmé, je suis en charge du déploiement de la R&D chez Vinci et dans le cadre de mes missions, j'anime le lab Recherche Environnement aux côtés de Charlotte Roux de l'École des Mines qui sera parmi les intervenantes. Alors on est un des résidents de Léonard et à ce titre on a construit une séquence intitulée « Réduire notre empreinte énergétique ». Agir sur l'habitat et la mobilité. Ce matin, on a parlé beaucoup de réseaux d'énergie, on a parlé d'offres en fait. Nous, dans les sujets qu'on traite dans le cadre du lab, donc là on parle d'habitat, de mobilité, parce qu'on traite beaucoup de sujets qui sont liés à la demande en énergie. En guise d'introduction, je vais juste vous rappeler que nous sommes le 16 avril 2026, en plein conflit au Moyen-Orient, avec un détroit d'Ormuz bloqué 2 fois. En France, le gouvernement propose d'interdire les chaudières au gaz dans les bâtiments et le prix du gasoil est pas loin de 2,50 €, même dans les hypermarchés les moins chers. En bref, les sujets de prédilection du Lab Recherche Environnement qu'on aborde aujourd'hui dans cette séquence, ils sont au cœur de l'actualité, mais cette fois-ci, on n'est pas uniquement à parler de décarbonation, mais aussi de géopolitique et d'économie. Quelques mots sur le lab, parce qu'on a quelques visages nouveaux. Le lab, c'est un partenariat de mécénat scientifique entre Vinci et 3 grandes écoles d'ingénieurs. On le présente souvent comme un centre de recherche en réseau, dont l'originalité repose sur, on va dire, 2 grands principes. Le premier, c'est que les projets de Vinci, les projets de bâtiments, les projets d'infrastructure, en fait, servent de terrain d'expérimentation aux équipes de recherche. Et puis le second, et la preuve c'est aussi à des événements comme aujourd'hui, c'est que nos travaux et les résultats des travaux de recherche qui sont menés par les 3 écoles d'ingénieurs sont accessibles à tous. Alors depuis 2008, le lab, c'est une centaine de projets de recherche, souvent des thèses ou des projets de post-doctorat, qui sont structurés autour de 4 grandes thématiques, qui sont les 4 grandes thématiques qu'on va traiter aujourd'hui dans cette conférence. C'est le fil conducteur aujourd'hui. Donc la première grande thématique, c'est celle de l'efficacité énergétique, en particulier celle de l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors aujourd'hui, donc on va vous présenter à la fois des travaux de recherche académiques et puis aussi des retours d'expérience du terrain. Donc sur cette thématique-là, on a la chance d'avoir avec nous Thierry Rieser, qui est l'ancien gérant de Enertech. Alors Enertech, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le monde de l'ingénierie, en particulier de l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est un petit peu comme, je sais pas, Ferrari pour l'automobile. On va aussi parler des solutions fondées sur la nature. Donc cette fois-ci, ce sera avec Patrick Stella et avec Charlotte Roux. Et solutions fondées sur la nature, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quel impact de la végétalisation sur les consommations d'énergie, sur les températures dans les bâtiments. À chaque fois, l'idée, c'est, on espère, que vous repartiez avec des grandes équations, comme on le fait souvent dans nos conférences, mais plutôt avec des ordres de grandeur en tête. On va parler d'analyse de cycle de vie aussi. L'analyse de cycle de vie, c'est des outils d'éco-conception. Et là, c'est avec la présentation, on ne va pas forcément en parler vraiment, mais plutôt des résultats de Clémence Perrin. On va parler par exemple du temps de retour énergétique des panneaux solaires photovoltaïques. Et puis enfin, last but not least, les mobilités. Donc ça, c'est avec l'école des ponts qu'on travaille dessus. Et on a Ange-Marie Assa, qui est doctorante au LVMT, qui va essayer de répondre à la question: pourrons-nous tous basculer vers la mobilité électrique en France et à quel prix? Donc voilà ce que je peux vous dire en introduction. Le lab, Thierry, je peux te demander déjà de nous rejoindre. Le lab, l'énergie, évidemment, c'est un des gros sujets qu'on traite tout le temps au quotidien et en particulier dans nos conférences. Donc là, on a mis une petite page de pub pour la prochaine conférence, c'est en mai prochain, c'est ici et c'est sur les vélos. Donc comment on construit un plan pour aménager les villes rurales, des villes rurales qui soient adaptées au vélo. Voilà ce que je peux vous dire sur le lab. Aussi vous dire qu'on a prévu, on est très ambitieux, on a prévu des échanges, des temps de questions-réponses. Il y aura un petit temps d'échange probablement, et donc ce qui est toujours compliqué dans ces échanges, c'est la première question. Donc si vous avez une première question qui commence à germer, n'hésitez pas à bien la travailler. Pour la poser, ce sera peut-être la seule. Thierry, je te passe le relais et je te remercie encore pour ta présence. Eh bien, merci. On peut l'applaudir.
C'est pas fini, c'est pas fini. Merci Maxime, merci pour l'invitation. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu de transition énergétique du parc de bâtiments. Donc comme ça a été dit, je suis Thierry Rieser, je suis l'ancien gérant du bureau d'études Enertech. Actuellement, je suis en pause pour quelques temps, mais voilà. Pour aborder la question du bâtiment, je voulais d'abord commencer par une bonne nouvelle, c'est que les acteurs de la prospective énergétique à horizon 2050 sont globalement d'accord, spécifiquement sur le secteur du bâtiment, sur un certain nombre de choses. On a pu le constater sur un travail qui a été piloté par l'ADEME de comparaison en fait, des principales hypothèses et conclusions des scénarios de transition énergétique. Alors c'est ceux qui ont été publiés en 2022, on ne connaît pas encore ceux qui vont être publiés l'année prochaine. Mais que ce soit Negawatt, l'ADEME, le Shift Project ou des études qui ont été menées par nos confrères de Pouget et Carbone 4, on a fait une publication commune. Alors elle est dans les sites internet de chacun des intervenants, mais là j'ai cité le lien de Negawatt puisque je fais partie de cette association. Et donc pour la rénovation en particulier, les messages communs étaient assez clairs. Accélérer le rythme de rénovation, accélérer fortement, convertir, donc gagner aussi en qualité, convertir des rénovations par geste en rénovations performantes dans la décennie à venir le plus vite possible. Prioriser les passoires thermiques, c'est là où l'efficacité économique des rénovations est la plus grande. Ça ne coûte pas plus cher de rénover une passoire, par contre le gain énergétique et le gain sur les factures est beaucoup plus important. Voilà, donc c'est les choses qui étaient, c'est les points qui étaient en commun des différents scénarios. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que ces conclusions-là, ces grands messages clés, ils sont indépendants de toutes les autres hypothèses de scénarisation. Je veux dire par là qu'on veuille le développement de l'énergie nucléaire ou qu'on veuille du 100% renouvelable, on arrive aux mêmes fondamentaux sur les besoins d'efficacité énergétique, en particulier sur le parc bâtimentaire. Donc voilà, l'illustration qui est ici, c'est dans le Shift Project. Ils avaient fait une modélisation du parc en termes de classe énergétique des bâtiments, classe du DPE. Donc on voit les étiquettes en rouge, les étiquettes des passoires thermiques qui disparaissent le plus vite possible et les bâtiments de type niveau de performance type BBC en classe A ou B qui deviennent la majorité du parc. Alors je précise aussi, pas la totalité du parc, mais ça on y revient juste après. Donc ça, c'est la version qui est dans le Shift Project. Là, je vais présenter celle que je connais un petit peu mieux et le graphique dynamique permet de montrer d'autres choses. C'est que si on représente le parc de logements ici en millions de logements, en milliers de logements, on voit en fait en jaune et en orange le parc existant au début du graphique en 2000 et on voit par-dessus le logement neuf qui se rajoute en bleu. On voit également en rouge en dessous les bâtiments démolis. Et en bleu sur fond blanc, au-dessus, les bâtiments neufs qui remplacent les bâtiments démolis. Donc la première conclusion qu'on tire de cette vision-là, qui est assez, là pour le coup, il n'y a pas trop de contestation là-dessus, c'est que le rythme de démolition-reconstruction est très très lent par rapport à la taille du parc, et que ce n'est pas la démolition-reconstruction qui va changer structurellement le parc, mais c'est bien la rénovation et pas autre chose. À moins d'avoir une politique type haussmannienne de tout casser et de tout reconstruire, ce qui poserait d'autres problèmes, notamment en termes de ressources, de matériaux, tout simplement, et de main-d'œuvre que ça impliquerait. Donc, un des fondamentaux, c'est que la clé de la performance du bâtiment, c'est la rénovation. Derrière, si on prolonge la tendance actuelle, c'est de faire des rénaux par geste, surtout, en violet, quelque chose comme 3 millions de gestes selon les différentes études, voilà, et ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle geste. Mais globalement, c'est ça l'ordre de grandeur. Si on prolonge 3 millions de gestes jusqu'à 2050, on voit qu'on a effleuré le parc, mais on n'a pas traité en profondeur, en totalité, et surtout, on n'a pas traité en profondeur. C'est-à-dire qu'on a gagné quelques classes énergétiques si tout va bien. Avec un geste, en général, on ne gagne même pas une classe énergétique. Donc, ce n'est pas très efficace et ça ne nous emmène pas très loin. Le vert, là, qui apparaît timidement, c'est la rénovation BBC au rythme actuel. C'est malheureusement tout à fait minoritaire, ça existe, il y a les prototypes qui montrent que c'est massifiable, mais pour l'instant c'est tout petit. Donc en fait, la conclusion c'est que ça ne va pas assez vite, donc on a besoin absolument d'accélérer cette rénovation, se concentrer le plus vite possible sur la rénovation la plus efficace, c'est-à-dire la rénovation la plus complète possible, et aller globalement 20 fois plus vite. Alors moduler ça de plus ou moins 5, mais peu importe. Entre les différents scénarios que j'ai cités, ça allait en rythme de croisière à horizon 2035, ça allait entre 600 000 logements par an à un peu plus d'1 million de logements par an.
Voilà, là où aujourd'hui, je crois que tout cumulé, si on a rénové 3000 maisons individuelles, on est déjà pas mal, et quelque chose comme 50 000 rénovations en logement collectif. Donc voilà, on a du grain à moudre, on a de la croissance devant nous, de l'emploi aussi à trouver dans cette rénovation performante, mais il faut surtout mettre le pied sur l'accélérateur et pas trop tergiverser sur la politique publique, notamment sur le soutien financier à la rénovation performante. Là-dedans, dans ce qui précède, là, je suis assez méchant avec les. Je reviens un tout petit peu en arrière. Je suis assez méchant avec les violets, là, les rénovations par geste. Pourquoi je suis aussi méchant ? Parce que ça peut paraître du bon sens de se dire qu'on fait petit à petit, ça va bien finir par en se cumuler, par faire quelque chose de performant à la fin. La réalité, c'est que le bâtiment, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans la pratique, si je saupoudre des gestes sur un bâtiment, ça ne fait pas quelque chose de cohérent à la fin. J'en veux pour exemple cet exemple-là, choisi pas tout à fait au hasard, parce que c'est un des plus faciles à comprendre, qui est issu d'un rapport que je vous conseille, la rénovation performante par étapes, qui a été fait par Enertech et Doremi. C'est sur la librairie ADEME, comme ce que j'ai cité précédemment. Et on se concentre ici sur l'interface entre l'isolation des murs par l'extérieur et les menuiseries. Donc si là j'ai une situation initiale pas isolée, une vieille menuiserie, en premier geste, allez hop, je mets des menuiseries toutes belles, toutes neuves. J'ai un peu entendu parler de confort d'été, donc je vais rajouter une occultation. Bon allez, ce qui est pas cher, je prends du volet roulant. Bon, c'est ce qui se passe dans 90% des cas, on va dire. Voilà, donc en général, première étape, ça donne ça. Et puis 10 ans plus tard, on se dit, quand même, il continue de faire froid dans ma maison, il va peut-être falloir que j'isole mes murs. Bon allez, ma maison s'y prête, on va le faire par l'extérieur. Et là, je viens avec mon ITE et j'essaye de faire ça. Et là, oups, y a un gros problème. Il n'y a pas la place au niveau du dormant de menuiserie. Le retour d'ITE en tableau ne peut pas se faire. Il y a mon rail de volet roulant qui est n'importe où au milieu du tableau qui va pas m'aider. Globalement, je ne vais pas faire le retour d'isolation sur le tableau parce que techniquement, il est quasiment impossible. Et je vais me retrouver avec un pont thermique massif, 20 cm de béton ou je ne sais pas quoi, qui va être pas isolé, qui va me créer un pont thermique et potentiellement des pathologies à cet endroit-là. Ça, c'est la vue en plan. La vue en coupe, elle est encore plus rigolote. Si mon coffre de volet roulant, je l'ai mis comme ça, ce qui là aussi 90% des cas, j'ai perdu de la lumière, j'ai perdu de la lumière du soleil. Et puis pareil, si je veux faire mon ITE comme ça, je me retrouve avec un pont thermique, quoi que je fasse, au sommet du plafond, au sommet du coffre de volet roulant, j'ai un pont thermique assez méchant, parce qu'on ne va pas se mentir, un coffre de volet roulant, c'est jamais très isolé, c'est jamais très étanche à l'air non plus. Et puis pareil, en bas d'une fenêtre, si vous avez déjà vu de près une fenêtre, il y a des petits trous en bas, c'est le drainage du fond de feuillure. Ça, c'est pour que l'eau qui tombe dans la feuillure puisse sortir. Donc forcément, on ne peut pas mettre d'isolant ni même la bavette à cet endroit-là, puisque ça empêcherait l'eau de sortir. Donc ça veut dire que là aussi, on ne pourra pas isoler en partie basse. Donc là, on est sur un cas d'interface où, si je n'ai pas spécialement réfléchi, je ne peux rien faire en termes d'isolation performante des murs. Enfin, en tout cas, j'aurai un pont thermique assez massif, voire des pathologies. Et même si j'ai un petit peu réfléchi, avant, par exemple, si j'ai prévu les dormants élargis de ma fenêtre, le volet roulant, lui, par contre, je n'ai pas vraiment de solution. Je ne vais pas faire tenir mes volets dans le vide en attendant de mettre de l'isolant en dessous du volet. Voilà. Donc c'est un cas où là il y a un vrai lock-in, il y a une vraie impasse qui est que si je fais mes fenêtres en premier et pas en même temps que l'isolation, je n'ai pas de solution corrective à l'étape 2. Évidemment, si je peux faire les deux en même temps, là il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à moi de traiter les deux choses en même temps. Moi la possibilité que je préfère, qui est faisable surtout en maison individuelle, c'est de déplacer le nu de la menuiserie, la mettre plutôt au nu extérieur et avoir un minimum de retour à faire en tableau. Et comme ça évite l'effet muraille. Vous savez, quand on fait une ITE, souvent la menuiserie devient un peu loin et ça fait pas très beau et on perd de la luminosité. Alors que si on ramène la menuiserie en avant, c'est beaucoup plus joli. Il n'y a pas de pont thermique dans ce détail-là. Ça coûte globalement moins cher que d'avoir fait les deux étapes séparément et c'est plus esthétique et c'est plus performant. Donc en gros, il y a tout à gagner à faire les choses en même temps. Voilà, donc ça c'est un exemple un peu caricatural, vous m'excuserez, mais on peut généraliser un peu ce genre d'interface complexe à gérer. C'est l'objet du rapport où vous pourrez voir un grand nombre d'interfaces qui contiennent des petits pièges de ce type-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est aussi méchant, notamment chez Negawatt, avec la rénovation par étape, et qu'on invite à faire de la rénovation complète. Alors vous allez pouvoir me dire peut-être, mais votre rénovation complète, là, votre BBC, ça marche ou ça marche pas? Alors là, j'ai de la chance aussi de pouvoir vous dire, oui, ça marche. En tout cas, en maison individuelle, je peux dire un oui franc et massif, puisqu'on l'a mesuré. Donc Enertech a eu la possibilité, grâce à un soutien de l'ADEME, à faire une campagne de mesure sur 100 maisons individuelles rénovées au niveau BBC.
Alors c'est du BBC classique, c'est du BBC type bouquet de travaux précalculé que fait notamment l'entreprise Doremi, enfin le dispositif d'accompagnement Doremi, et puis quelques maisons rénovées à énergie positive pour le fun. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces maisons ont tenu leurs promesses. 95% de ces rénovations ont atteint leur niveau de performance calculatoire. Ce qui était une grosse surprise pour nous, parce que c'était calculé par du calcul RT, calcul réglementaire RT 2005 Réno, qui est, on ne va pas se mentir, un petit peu faux sur les bords. Le fait de tenir la performance qui était promise par ce mode de calcul, pour nous, c'était une très bonne nouvelle. Donc l'objectif est tenu, les gens ne s'y trompent pas puisqu'ils sont contents. Quand on les interroge sur leur satisfaction par rapport à la facture qui a baissé, par rapport au niveau de confort qu'ils ont obtenu, par rapport à la qualité des travaux aussi, avec des fois quelques réserves, mais globalement la satisfaction est excellente. On pourrait citer aussi que le confort d'été est meilleur après rénovation qu'avant rénovation. Un logement rénové ne devient pas une bouilloire, au contraire, l'isolation protège du chaud comme elle protège du froid, avec quelques gestes que les gens adoptent tout à fait naturellement. Je précise aussi par rapport à l'intervention précédente qui mentionnait l'effet rebond. Dans cette campagne de mesure, on n'a vu absolument aucun effet rebond. Les gens se chauffaient à 20 degrés en moyenne dans ces maisons rénovées au niveau BBC. Ce qui veut dire aussi que quand on atteint un niveau de confort global, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pont thermique, il n'y a plus de point froid dans la maison, les gens se contentent tout à fait de 19, 20, 21 degrés. Et 20 degrés en moyenne, c'est tout à fait acceptable et tout à fait intéressant. On a aussi fait des mesures de qualité d'air, mais bon, là, voilà, on ne va pas pouvoir tout développer. Je vous invite là aussi à consulter le rapport de cette campagne de mesure qui est tout à fait passionnant et qui a donné aussi lieu à une suite qui s'appelle Perfin 2, où on a pu croiser encore plus la mesure avec l'approche sociologique, creuser le confort d'hiver et le confort d'été, et aller plus loin sur divers aspects qu'on n'a pas pu explorer dans la première campagne de mesure. Deuxième, donc je vous ai dit en maison individuelle ça marche, là oui clair, franc et massif, la rénovation complète et performante ça marche. En logement collectif c'est un tout petit peu plus compliqué. Là ce que je vous présente c'est une compilation de campagnes de mesure sur au total une cinquantaine de bâtiments collectifs, essentiellement des copros mais aussi quelques logements sociaux. Globalement, on a des gains très significatifs entre avant et après. Les consommations ont fortement baissé. Par contre, par rapport au trait vert qui était la cible du BBC dans chacun de ces bâtiments-là, les consommations réellement mesurées, qui sont les barreaux qui s'empilent, ont tendance à dépasser leur objectif assez largement. Alors, pour différentes raisons, la plupart de ces opérations visaient un niveau BBC initialement, mais finalement, en cours de route, ont renoncé en tout ou partie à certains travaux, ce qui, pour des raisons compréhensibles, c'est-à-dire c'est toute la difficulté de la prise de décision en copropriété en particulier, quand ça se met à coûter cher, quand il faut décider ensemble de changer toutes les fenêtres, quand il faut prendre des décisions un petit peu courageuses et coûteuses, évidemment il y a de la perte en ligne, ça se comprend et ça demande un accompagnement tout à fait particulier. Donc voilà, une des premières difficultés, c'est prendre la décision ensemble de rénover et d'aller jusqu'au bout, donc la première chose, mais aussi il y a des éléments un peu techniques qui expliquent certaines de ces contre-performances. Donc voilà, contrairement aux maisons individuelles, 82% des consommations supérieures à l'objectif de CEP calculé. Donc là, voilà, c'est beaucoup moins intéressant. Et donc, dans les écueils, alors, effectivement, la prise de décision elle est compliquée, d'autant plus qu'on a eu constaté des éléments qui n'étaient pas incitatifs du tout. C'est-à-dire que souvent, la prise de décision est guidée par le calcul qui est fait par les bureaux d'études en cours de rénovation, en cours de conception. Et le calcul, il est assez optimiste, en particulier en logement collectif. Et il a tendance à dire, finalement, pour faire du BBC, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Et souvent, la conception, elle est faite par le bas. C'est-à-dire, je rajoute un peu d'isolation, je complète un petit peu ma performance jusqu'à être BBC. Et surtout, je ne vais pas plus loin. Alors que nous, on conseille plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer par principe à faire une rénovation complète et performante globale. On isole tout, on voit où ça nous mène, et puis on regarde d'un point de vue technico-économique qu'est-ce qu'il faut enlever pour que la rénovation soit réaliste. Ça n'amène pas forcément aux mêmes conclusions. Voilà. Bon, ça c'est un petit enjeu de conception. Et puis après, d'un point de vue vraiment technique, on a une vraie vigilance sur la régulation terminale. La régulation terminale, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui dit au chauffage de s'arrêter de chauffer quand il fait assez chaud. Et là aussi, je reviens sur l'effet rebond. Quand on isole un bâtiment et qu'il n'y a pas de régulation terminale performante, il fait plus chaud, pas parce que les gens le veulent, mais juste parce que la régulation terminale n'arrive pas à arrêter le chauffage. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a vu dans cette campagne de mesure ? Sur l'ensemble des logements qui sont sans régulation terminale, c'est-à-dire les radiateurs, il y a juste un robinet simple
pas robinet thermostatique, on a mesuré 22 degrés en moyenne. Dans ceux qui sont équipés d'un robinet thermostatique dans tous les logements, on a mesuré 21,5 degrés en moyenne. On gagne un demi-degré. C'est pas mal, mais c'est encore pas tout à fait satisfaisant. Dans les logements qui sont équipés d'un thermostat capable de couper en tout ou rien le chauffage, on a mesuré 20 degrés en moyenne. Pareil que dans les maisons individuelles rénovées BBC. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on mesure 22 degrés dans un bâtiment, il ne faut pas conclure trop vite qu'on a un effet rebond. Il faut commencer par se dire, attendez, la régulation terminale robinet thermostatique, ça marchait très bien dans les passoires thermiques et les bâtiments des années 80. Dans un bâtiment performant, ça n'est plus suffisant. C'est d'ailleurs l'intérêt du décret régulation, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a amené d'ailleurs sur le marché des solutions vachement intéressantes, dont les robinets thermostatiques électroniques, donc qui coupent tout ou rien le chauffage, qui l'arrêtent totalement, ce que n'est pas capable de faire un robinet thermostatique, et qui marchent non pas sur pile, mais sur un effet Peltier. Et ça devient très intéressant parce qu'on n'a pas le problème de maintenance des robinets thermostatiques électroniques programmables qui étaient sur pile avant. Donc voilà, il y a une autoroute à mon sens aujourd'hui pour faire de la rénovation avec régulation performante de ce type-là. Les autres surprises qu'on a eues, c'est l'importance des consommations d'eau chaude sanitaire, ECS pour les intimes, et notamment les consommations de bouclage. Le bouclage, c'est ce qui permet dans une installation d'eau chaude sanitaire collective de faire circuler de l'eau chaude jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour que dès que vous ouvrez le robinet, vous ayez de l'eau chaude et accessoirement qu'il n'y ait pas des bactéries qui se baladent dans l'eau chaude, et notamment les questions de légionnelle. Donc ça vous assure de l'eau chaude rapide et de l'eau chaude propre. Sauf que ce bouclage, la plupart du temps, il est mal isolé, voire pas isolé du tout, et que on n'a pas toujours le réflexe de surisoler ce qu'il faudrait faire systématiquement, ces réseaux de bouclage. Et donc, on s'est retrouvé avec des installations où 60% de la consommation d'eau chaude sanitaire, c'est les pertes du bouclage, et 40%, c'est l'épuisage. D'accord ? Et ça, c'est une moyenne. On a vu pire. Il y en a vu 80% de pertes de bouclage. Donc voilà. Donc il y a un énorme enjeu là-dessus qui est un peu négligé par les bureaux d'études. Il faut absolument s'astreindre. Et c'est pas facile pour les entreprises. Je suis le premier à le reconnaître. Il faut s'astreindre à aller ramper dans les gaines techniques pour aller mettre de l'isolant sur les réseaux de bouclage qui s'y situent. Voilà. Donc c'est pas forcément facile à faire, mais c'est un enjeu hyper important. Voilà, là aussi je vous invite pour aller voir plus d'infos à aller voir sur le site d'Enertech cette étude qui s'appelle Capitalisation CoPro qui a été faite pour Île-de-France Énergie Rénovo. Je crois que j'en ai fini pour ma présentation, ce qui devrait, je ne sais pas si on enchaîne ou si on garde quelques questions. Merci beaucoup. Merci Thierry, on a le temps pour quelques questions. C'était tellement clair. Personne ne veut changer ses fenêtres prochainement. Oui. Alors, je vous propose, quand vous posez la question, de vous présenter et de dire d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Mayera et mon mémoire est encore en cours de construction pour la coordination BIM, pour valider un certificat en coordination BIM, habitat durable avec Arsenio. Et donc, j'avais une question par rapport aux problématiques justement de coordination dans les projets, notamment de répondre aux problématiques des différents intervenants publics et privés par rapport entre la réglementation, les clashs, on va dire, dans les projets de construction, et la coordination au niveau BIM, justement, pour essayer d'harmoniser avec les enjeux financiers et d'usage. Donc, je ne sais pas si vous auriez un retour, parce qu'en fait, votre étude est très bien voilà, en termes d'habitabilité, mais c'est vrai que les enjeux financiers n'ont pas vraiment été illustrés ici, donc effectivement, il y a une difficulté à articuler les trois. Et je voulais avoir votre retour par rapport à ça. D'accord, merci. Alors, effectivement, la question du financement, j'en ai pas trop parlé parce que c'est pas ma spécialité. Donc j'aurai un peu des réponses prudentes là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que de façon très claire, aujourd'hui, la rentabilité et l'attractivité des rénovations, a fortiori les rénovations complètes, est extrêmement dépendante des mécanismes de financement. Et donc, quand on choisit de mettre à plat les dispositifs de soutien à la rénovation performante, ça freine tout un écosystème. Et donc, comme sur d'autres sujets, ça a été évoqué ce matin sur l'électrification par exemple, les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, mais en particulier les acteurs privés, ont besoin de lisibilité.
de lisibilité. Quand on demande à des artisans de se former à la rénovation performante, de retourner sur les sièges d'une salle de formation, ils n'ont pas du tout envie de le faire. Et si on ne leur promet pas derrière de façon pérenne un certain nombre de rénovations qui vont avec, ils n'iront pas. Voilà. Donc c'est le premier élément de réponse que je voulais vous apporter. Et après, sur les éléments de coordination autour du BIM et autour des éléments techniques, donc là on parle plus spécifiquement de rénovation de logements collectifs, puisqu'on ne va pas se mentir, dans la maison individuelle, les quelques sous qu'il y a à consacrer à de la coordination de travaux, il faut les employer de façon le plus efficace possible. C'est pour ça que nous, on préconise plutôt de passer par des bouquets de travaux plutôt que sur de la modélisation ou du calcul. Mais voilà, ça, parenthèse finie. Donc sur le logement collectif, là, les réflexes existent, en fait, j'ai envie de dire, et tout l'écosystème est déjà mature pour se coordonner, et également sur l'ingénierie financière, c'est-à-dire que aujourd'hui, historiquement, les acteurs comme les ALEC, les ALTE, etc., ont tout le savoir-faire, les Solia, etc., ont tout le savoir-faire pour faire de l'ingénierie financière. Aujourd'hui, il y a l'évolution des dispositifs a fait quelques changements sur cet écosystème, et notamment des acteurs privés se sont développés pour faire cet accompagnement, ces AMO qui sont devenus obligatoires sur la rénovation performante. Donc l'écosystème bouge, mais les compétences sont là. Donc j'ai envie de dire, allons-y, quoi. Mais encore une fois, ce qui manque et ce qui empêche de massifier aujourd'hui, c'est la lisibilité et la force du soutien des politiques publiques, du soutien financier, tout simplement, à la rénovation performante. Voilà. Plus la question, encore un autre élément, la coordination avec le maître d'ouvrage. J'ai déjà parlé de la difficulté de la prise de décision en copro. Et là aussi, il y a peut-être, alors là, pour le coup, il y a peut-être encore des choses à développer sur le savoir-faire de l'accompagnement des copropriétés. Il y a déjà des confrères qui sont très bons là-dedans, mais ça manque sans doute de déploiement, de la capacité à accompagner humainement, tout simplement, un groupe d'humains qui doit se mettre d'accord sur un projet où il faut investir de façon importante des sous dans un projet, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Peut-être en attendant l'autre question. En fait, moi, si je prends des lunettes Vinci, quand tu présentes ces résultats-là, ce qu'on constate, c'est que les maisons individuelles, qui ne sont pas trop dans le cœur de métier de Vinci, il y a une belle adéquation entre ce qui était prévu et finalement le résultat, alors que sur le collectif, là, il y a vraiment beaucoup plus d'aléas, et c'est ce que tu disais, donc il faut aller un petit peu faire son enquête, etc. Mais je veux dire, ça conforte aussi sur le fait qu'il y a de l'ingénierie à développer vraiment spécifique sur le logement collectif ou sur les bâtiments collectifs. On peut mettre le tertiaire dedans aussi. Oui, tout à fait. Il y a sans doute plus de marge de manœuvre et de solutions intéressantes à trouver. Je vais prendre un exemple aussi sur la ventilation et sur la question des pompes à chaleur, puisqu'il y a une thématique électrification aussi. La pompe à chaleur en logement collectif, sur le papier, c'est super génial. Ça permet peut-être aussi d'éviter d'avoir à forcément faire une rénovation tout à fait complète et décarbonée dans de bonnes conditions, etc. Sauf que c'est pas l'endroit où c'est le plus facile de mettre une pompe à chaleur, en fait. C'est-à-dire que si vous avez un immeuble avec une toiture terrasse, une toiture pente, en plein Paris, vous n'allez pas mettre une pompe à chaleur collective en toiture. Les ABF ne seront pas d'accord. Vous ne sauriez pas vraiment où la mettre, vous ne sauriez pas vraiment où prendre l'air. Donc peut-être qu'il faudrait la mettre plutôt en sous-sol, prendre l'air sur la rue, mettre des pièges à son pour pas que ça casse les oreilles aux passants. Enfin bon, voilà. C'est pas si simple que ça. Même si vous avez une toiture terrasse plate, c'est pas sûr que structurellement elle accepte la chaufferie, etc. Il y a des questions acoustiques aussi. Et surtout, les 2 tiers à peu près des logements collectifs sont en chauffage individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le réseau de chauffage qui passe de logement à logement. Donc typiquement, si on a une colonne de chaudière à gaz, techniquement c'est faisable. De mon point de vue d'ingénieur, je sais faire. J'enlève toutes les chaudières gaz, je tire un tuyau à la place et je fais une distribution collective en lieu et place d'une colonne de chaudière. Ça économisera même de la place dans les logements et les gens seront plutôt contents. Sauf que ça va pour conséquence que les gens qui ont l'habitude de payer leur propre facture énergétique vont devoir se mettre d'accord pour payer ensemble une facture collective de chauffage. Petit changement d'état d'esprit, se faire confiance les uns aux autres pour que la répartition des charges soit juste. Ouais.
Voilà. Et puis accepter aussi de voter à la majorité des 2/3, parce que ça concerne l'intérieur des logements, voter cette décision à la majorité des 2/3 et pas à la majorité simple, parce que c'est des travaux dans les logements et pas en partie commune des logements. Donc voilà, ça veut dire que donc il y a des choses. Le point de départ de la question, c'est s'il y a des choses à inventer spécifiquement dans ce cadre-là. Donc oui, complètement. Et j'aimerais aussi dire qu'il y a un truc qui me chagrine dans l'évolution du marché de l'offre des solutions techniques. Petit signe aux fabricants, s'il y en a dans la salle, à une époque, il y avait quelques fabricants qui faisaient des pompes à chaleur qui étaient capables de récupérer la chaleur sur l'air extrait pour faire de l'eau chaude sanitaire et ou du chauffage. Et ces machines-là ont disparu du marché, malheureusement, alors que pour moi, il y a un potentiel énorme. Moi, je suis un fervent défenseur de la ventilation double flux, mais en maison individuelle, c'est faisable. En logement collectif, c'est très, très compliqué. On l'a déjà fait, mais c'est quand même des opérations un peu exemplaires. Alors que récupérer la chaleur sur l'air extrait, soit on le fait avec une double flux, soit on le fait avec une pompe à chaleur. Et finalement, en collectif, c'est beaucoup plus facile de le faire avec une pompe à chaleur, surtout, encore une fois, si on a une toiture terrasse, etc. Et par contre, là, il nous manque le produit qui faisait ça à une époque et qu'on n'a plus dans les catalogues. Donc petit appel au secours, remettez-nous des pompes à chaleur sur air extrait de grande capacité pour faire des petits collectifs en pompe à chaleur. Donc de l'innovation sur la complexité dans la gestion des projets, on va dire, et puis de l'innovation purement technique, technologique. Qui ne sont pas des ruptures, hein, c'est complètement marginal, hein, c'est juste être capable de gainer un tuyau de ventilation sur une prise de pompe à chaleur. Il y a une question tout là-haut, ce sera la dernière. Même principe, présentez-vous. Bonjour, Floris, ingénieur et architecte. Vous avez présenté en 2022 plusieurs scénarios, puis après vous êtes réunis pour vous accorder sur des points convergents. Est-ce que là, et donc c'était aussi dans le cadre des élections, est-ce que vous allez chercher à refaire différents scénarios, puis après avoir des points de convergence? Est-ce que vous allez en proposer qu'un seul? Est-ce que vous allez être plusieurs à construire plusieurs scénarios, mais donc vous parlerez d'une seule et même voie, mais avec justement plusieurs variantes? Quelle est votre stratégie au regard d'une éventuelle actualisation des scénarios que vous avez présentés? Oui, réponse très simple. Les acteurs, il y en a plusieurs de fait, et tant mieux, parce que ça permet d'avoir une diversité de points de vue, une diversité d'outils de modélisation. Donc des acteurs, il y en a plusieurs. La plupart font plusieurs scénarios, ce qui est intéressant aussi, parce qu'un scénario, ce n'est pas une prévision, c'est juste une adéquation entre des hypothèses et des conclusions. Mais les hypothèses, on les maîtrise évidemment pas. Donc on fait des tirs, on essaye de voir ce que ça donne. Donc la pluralité, elle existera. La concertation en amont, elle existe très peu. Parce que c'est des acteurs différents qui font leur scénario. Alors l'ADEME est capable de discuter avec tout le monde, mais c'est à peu près la seule à être au centre de la table et discuter avec tout le monde. Les autres ne se parlent pas trop. Voilà, bon. Ce qui est dommage, mais on se parle après. Et alors surtout dans le bâtiment, parce que c'est facile dans le bâtiment, on est à peu près d'accord, donc c'est facile de se parler. Sur d'autres thématiques, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc probablement qu'il se repassera un petit peu la même chose qu'en 2022, a priori de ce point de vue-là. Merci beaucoup, merci Thierry, on peut l'applaudir à nouveau. Patrick et Charlotte, donc j'invite Patrick Stella et Charlotte Roux, donc respectivement d'AgroParisTech. Charlotte est enseignante-chercheuse à l'école des mines et Patrick est chercheur et maître de conférence à AgroParisTech. On a parlé avec Thierry des sujets d'isolation et du bienfait de l'isolation pour notamment les sujets de confort d'été. On voulait aborder avec Charlotte et Patrick un des livrables assez forts, même très fort, qui sort du lab, qui est le lien entre la végétalisation et la performance thermique des bâtiments, en particulier, bien sûr, vous l'imaginez, pour l'été. Donc je vous passe la petite zapette. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour l'introduction. Donc effectivement, aujourd'hui, on voulait vous parler résilience des ensembles bâtis et le croisement en fait, végétation, microclimat et thermique du bâtiment. Alors la question, c'est que les canicules vont se multiplier à cause du changement climatique. Et donc, comment on fait pour demain éviter une augmentation importante de la consommation d'énergie si tout le monde met des climatiseurs dans son logement? Alors, ceux qui pourront se le payer, hein, donc, les riches vont mettre des climatisations et puis les gens qui n'auront pas les moyens, ils vont s'offrir de la chaleur et ça pourra avoir des conséquences sanitaires importantes. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notamment les villes sont
particulièrement exposés à cause de l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc une des questions, ça peut être est-ce qu'on essaye de traiter cet îlot de chaleur urbain en végétalisant? Est-ce qu'on rénove tous les bâtiments? Qu'est-ce qui se passe dans chacun des cas? C'est-à-dire, pour la végétation, il faut de l'eau, pour les bâtiments, il faut des matériaux. Dans les deux cas, peut-être qu'on gagne de l'énergie. Voilà. Est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine complémentarité à trouver entre les deux? Alors, on a mis nos expertises en commun pour regarder un petit peu cette question en travaillant sur le cas d'un HLM à Montreuil. Donc voilà, pour quantifier l'intérêt de la végétation autour du bâtiment et puis regarder quel effet ça avait sur la température extérieure puis sur la température intérieure. Et on s'est projeté, on a utilisé des données climatiques prospectives avec des scénarios de réchauffement assez forts. Donc c'était plus pour avoir une idée des échelles sur lesquelles on allait travailler avec des hypothèses de réchauffement très fort. Alors, pour faire ça, comme disait Charlotte, on a développé, on a mis en œuvre nos compétences respectives et surtout nos outils de simulation. Alors, je vais juste vous la décrire. Hein. L'idée, c'est pas de rentrer dans les équations, mais un peu de vous expliquer comment et pourquoi on a fait ça. On a couplé différents modèles que l'on a chacun chez nous. Alors, on est parti de données simulées prospectives, donc données par Météo France. C'est des choses que tout un chacun peut récupérer dans vos activités professionnelles assez facilement. Et puis, ces données, elles sont à l'échelle de Paris. Nous, c'est ce qu'on a utilisé. Mais d'un quartier à un autre, typiquement, il y a une telle variabilité microclimatique qu'il faut réussir à descendre sur ça. Donc ça, nous, on a un modèle de microclimat qui est fait pour ça, donc qui part de choses assez simples. Hein. On a juste besoin de quelques caractéristiques de notre quartier. Donc on a récupéré celle de notre cas d'étude à Montreuil. Et puis, on met notre végétation en proportion qui nous intéresse, 50%, 100%, 20%. On peut choisir l'espèce, etc. On peut descendre assez facilement. Et ça, c'est notre modèle de microclimat qui va nous sortir les conditions micro-météorologiques, non pas à l'échelle de Paris, grosse maille, etc., mais vraiment à l'échelle de la rue, en moyenne ici. Et ces données-là, climatiques extérieures, on les a données à nos collègues de l'école des mines, qui eux ont leur modèle énergétique du bâtiment. Donc, ils ont une nouvelle température, de nouvelles conditions microclimatiques extérieures, ils les réintègrent dans leur modèle pour le climat intérieur, et ils disent, finalement, avec cette température extérieure-là, je vais avoir tant de degrés à l'intérieur. Et puis, pour aller toujours un peu plus loin, justement, pour voir un peu l'effet cette fois-ci, non pas que sur la température intérieure, mais sur la consommation énergétique, là, on a les simulations, le modèle de simulation d'énergie, et puis on est allé jusqu'à de l'analyse ACV pour aller quand même plus loin dans nos résultats. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pas juste pour le plaisir qu'on fait des choses compliquées, qu'il faut des modèles, etc. C'est surtout pour vous dire qu'on a voulu donner le maximum de réalisme aux résultats que l'on obtenait. C'est-à-dire que souvent, nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'on part de données moyennes, très grossières. Alors, du coup, on peut toujours se poser la question, mais finalement, est-ce que c'est réaliste? On parle de moyenne année. Nous, on a fait des simulations sur une année complète. Donc, toutes les demi-heures, on a été capable de sortir ces chiffres-là sur une année complète. Donc, on a essayé d'aller sur quelque chose qui était quand même assez précis pour tirer des conclusions et des résultats qui soient assez robustes sur ça. Donc, comme disait Charlotte précédemment, on a choisi de prendre des données prospectives, donc de futur. Alors ça, pour le coup, c'est pas nous qui les simulons, c'est Météo France. Selon plein d'hypothèses, on a pris un scénario un peu moyen, un peu reconnu, un peu standard, à horizon 2100. Alors pourquoi? Puisqu'on travaille encore une fois sur un cas d'étude qui se voulait réel, avec de la rénovation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut bien comprendre ce que l'on fait maintenant. Ça va nous intéresser sur toute la durée du cycle du programme. Donc autant aller voir ce qui va se passer dans 50 ans, 60 ans, qui sera la condition avant démantèlement ou nouvelle rénovation, etc. Donc on a fait ce travail-là. Voilà un peu ce que ça donne à l'échelle du quartier. Alors c'est une représentation 3D un peu grossière, 50% de végétalisation, 100% de végétalisation. On a décidé de travailler sur la fraction. On a mis, c'est des cylindres, mais c'est juste la 3D. Ça, c'est, dans la réalité, on peut mettre des vrais arbres qui ressemblent à quelque chose. Il ne faut pas s'inquiéter. On peut les tailler, on peut, sur ça. Donc, on a fait ce travail-là et on a obtenu une partie des résultats suivants. Alors, ici, c'est
l'effet de la végétalisation urbaine hein, sur les températures extérieures. J'insiste bien sur les températures extérieures. Hein. Donc quand vous êtes dans la rue, vous vous baladez, si vous mettez de la végétalisation, globalement, vous allez avoir un gain d'à peu près 2 degrés versus un scénario où vous n'en auriez pas. Donc ça, c'est des choses qu'on entend assez régulièrement actuellement. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que végétaliser toute la ville, tous les bâtiments, etc., c'est quelque chose qui fait l'objet de beaucoup de politiques publiques. Donc nous, d'un point de vue scientifique, on confirme, ça marche, ça rafraîchit, 2 degrés, c'est quand même plutôt pas mal, notamment par une période de vague de chaleur hein, auquel on peut supposer. Mais ça, encore une fois, c'est pas la température intérieure. Et là, quand on va voir la température intérieure, ben, le gain, il est quand même beaucoup plus faible, de l'ordre à peu près de 0,7 degrés. Il n'est pas négligeable, mais il est plus faible. Donc nous, ce qu'on a pu dire, ne serait-ce que sur l'effet de la végétalisation, au moins sur les températures, c'est de dire la végétalisation, elle fonctionne très bien pour améliorer le confort thermique extérieur, donc quand vous allez vous balader avec les enfants, quand vous allez faire votre jogging, quand vous rentrez des courses, etc., etc. Pour tout ce qui est température intérieure, on est loin des gains de 2-3 degrés qu'on peut entendre. On est plutôt sur un effet à 1/3, 1/4 de ce que l'on a à l'extérieur. Donc voilà un peu ce qu'on a obtenu. Maintenant, je vais laisser Charlotte continuer sur les résultats un peu plus annuels, durabilité et effets sur la consommation électrique en comparaison avec l'association avec la rénovation énergétique. Donc on a regardé notamment cette question de la consommation d'eau, parce que pour que les arbres ils marchent pour rafraîchir l'air, il faut qu'ils consomment de l'eau, sinon ça ne fonctionne pas, le phénomène d'évapotranspiration ne se fait pas. Et alors, ce qui a été calculé, c'est vraiment un maximum de consommation d'eau, parce que l'idée c'était de ne pas oublier des effets, donc de plutôt regarder un peu au maxima. Et en fait, c'est significatif, c'est-à-dire que le coût, si on prend toute cette eau avec de l'eau potable, le coût serait quasiment comparable avec ce qu'on aurait avec une climatisation classique. Donc ça fait vraiment réfléchir, c'est-à-dire si on veut végétaliser les villes, il va falloir aller trouver l'eau ailleurs que sur le réseau d'eau potable. Ça paraît assez intuitif, mais l'ordre de grandeur de la consommation d'eau est quand même significatif. Il faut vraiment se poser cette question avant de végétaliser les villes. Et puis, on a regardé la complémentarité avec les actions de rénovation. Pour ce qui est du confort intérieur dans les bâtiments, la rénovation performante de l'enveloppe est très efficace, plus efficace que la végétalisation de l'extérieur. On a une réduction très importante à la fois des besoins de chauffage et une amélioration significative du confort estival. Parce que, comme le disait Thierry tout à l'heure, l'isolation, ça protège à la fois du chaud et du froid. Et donc là, on a vraiment quelque chose aussi qui va nous permettre de faire une synergie et de baisser sa consommation d'énergie de chauffage et potentiellement de retarder l'installation de la climatisation dans les bâtiments. Donc voilà, la conclusion de notre étude, c'était que notamment la végétalisation, elle a un effet qui est significatif, qui est visible, qu'on peut mesurer, qui n'est pas nul, mais il sera insuffisant pour créer une réelle adaptation au niveau des bâtiments et qu'il faut absolument compléter par des mesures de rénovation de manière vraiment ambitieuse, telles que ce que vous a présenté Thierry tout à l'heure. L'accès à l'eau est crucial. Bien sûr, là, on n'a regardé que les effets thermiques sur la végétation, mais ça a plein d'autres effets bénéfiques. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas végétaliser les villes. Par contre, en le faisant, il faut le faire bien et il faut tenir compte de cette nécessité d'accès à l'eau pour la végétation. Voilà, la rénovation est efficace pour l'adaptation à l'atténuation, je l'ai déjà dit. Et effectivement, il y a vraiment un intérêt à regarder ces aspects-là de façon complémentaire. Et c'est pour ça, notamment, que le lien entre nos deux expertises était vraiment important. Et ça, c'est un enjeu de la rénovation thermique, de la rénovation, de la transition, on va dire, énergétique et environnementale des villes. C'est qu'il va falloir mettre les différents experts ensemble pour pouvoir travailler et trouver des solutions vraiment avec une vision systémique.
Je vous remercie pour votre attention. Alors si vous avez des questions, je vous invite à les retenir. On va prendre les questions à l'issue des 2 autres présentations. Donc je vous invite à bien les retenir. Charlotte et Patrick reviendront sur scène juste après. En attendant, on accueille... Vous pouvez les applaudir à nouveau, évidemment. En attendant, on accueille sur scène Clémence Perrin et Ange-Marie Assa. Alors Clémence, je disais tout à l'heure, elle est doctorante chez Sunmind, donc chez Vinci Concessions, donc c'est une doctorante CIFRE. Tout à l'heure, Pierre Enjolras expliquait que les jeunes diplômés étaient bienvenus chez Vinci. Le doctorat CIFRE, c'est une façon aussi d'arriver et d'être recruté chez Vinci. Donc, avis aux amateurs et aux amatrices. Et puis Ange-Marie Assa, elle est doctorante dans le cadre du Lab Recherche Environnement à l'École des Ponts, au LVMT. Normalement, son encadrant ne doit pas être très loin, Nicolas Coulombel, que vous connaissez si vous suivez nos conférences du Lab. Clémence, tu commences avec un contexte, réalité et défi sur le photovoltaïque. Merci Maxime pour l'introduction. Du coup, effectivement, je vais vous parler du solaire photovoltaïque dans le contexte mondial et français. Quelques éléments sur la réalité, ce que ça représente, et sur les défis que ça pose. Donc tout d'abord, vous voyez ici à droite l'évolution de la capacité de puissance photovoltaïque installée au cours des dernières années. Pour avoir quelques ordres de grandeur, en 10 ans, les installations photovoltaïques elles ont été multipliées par 10 dans le monde et le coût des modules photovoltaïques a été, lui, divisé par 10. À droite, cette fois-ci, on voit la capacité de puissance cumulée de la production d'électricité par technologie et on voit que le solaire photovoltaïque, ça représente la plus grande croissance. Ça a dépassé maintenant l'éolien et ça représente en termes de puissance 20% du mix électrique et 7% de la consommation électrique finale. En ce qui concerne le contexte français plus précisément, le solaire, c'est 6% du mix électrique en France, donc de la production. Donc la production, c'est la consommation et les exports. Et pour vous expliquer un peu plus concrètement comment ça fonctionne, le solaire, donc tout d'abord, ça va dépendre de la zone géographique dans laquelle on se trouve, puisque c'est lié à l'irradiation solaire, qui est inégalement répartie, donc qui se mesure en kilowattheures par mètre carré. Par exemple, en Afrique du Nord, ce sera à peu près le double d'irradiation que dans le nord de la France. Donc, à cette énergie lumineuse reçue, par exemple, on va prendre 1300 kWh par an par mètre carré en France. Cette énergie qui est reçue par les panneaux photovoltaïques, on va lui appliquer un rendement qui est de 22% pour les panneaux modernes, les panneaux les plus récents, et qui nous donne ensuite du coup environ 290 kWh par an par mètre carré à la sortie de ces panneaux, qui sera du courant continu, qui va ensuite passer dans des onduleurs pour être converti en courant alternatif et être utilisé domestiquement. J'ai ensuite préparé 3 questions un peu générales qui reviennent souvent sur le solaire et je vais essayer de vous donner quelques éléments, quelques ordres de grandeur. La première question, c'est quel est le temps de retour énergétique d'un panneau solaire ? Alors le temps de retour énergétique, c'est le temps que va mettre un panneau à produire plus d'énergie qu'il n'en a utilisé pour être fabriqué. Donc ça va dépendre de sa production d'électricité, comme je viens de le dire, et donc de là où il est installé. On compte ce temps de retour énergétique d'1 an dans le sud de l'Europe contre 1,3 ans dans le nord de l'Europe. Sachant qu'un panneau, c'est une installation photovoltaïque, c'est une durée de vie de 25 à 30 ans. Deuxième question, c'est est-ce que le solaire, c'est une énergie compétitive ? Alors maintenant, la réponse, c'est oui, principalement pour les centrales au sol, les grandes centrales, qui ont un coût de 5 centimes du kilowattheure contre 16 centimes pour les installations en toiture. Donc si on compare les centrales photovoltaïques à d'autres types de production énergétique comme le nucléaire ou l'éolien, on voit que c'est une énergie qui est compétitive pour les centrales au sol. Donc ça, ce sont des chiffres de l'IEA et de Greenpeace. Et la dernière question, c'est est-ce que le solaire photovoltaïque, ça contribue à l'instabilité du réseau à cause de son intermittence ?
Alors du coup, le solaire, c'est une source fiable, mais qui est intermittente. Donc fiable du sens où les modèles de prévision météo permettent de prédire quand il y aura de la production énergétique, ce qui permet à RTE de gérer, d'anticiper les besoins de déclenchement des autres centrales. Mais c'est une énergie qui est intermittente. Et pour ça, en France, on bénéficie donc de stockage hydraulique qui permet de pallier à ça, et également d'un maillage électrique avec les autres pays d'Europe, donc qui nous permet de lisser les variations locales. Une autre solution pour pallier à cette intermittence, c'est de coupler les centrales photovoltaïques avec des systèmes de stockage. C'est précisément ce sur quoi se porte mon sujet de recherche, qui est du coup l'optimisation des opérations d'un système de stockage par batterie couplé à une centrale photovoltaïque. Et je vais analyser les compromis entre les performances économiques et environnementales. Donc en fait, je vais utiliser 2 stratégies de dispatch pour la batterie, une qui va être de minimiser les émissions du réseau et une de maximiser les revenus. Donc il y aura différentes décisions qui vont être prises pour la charge et décharge de la batterie, et je vais pouvoir ensuite comparer les émissions évitées et les revenus générés. Merci. Présentation suivante par Ange qui va répondre à la question de la diffusion et des opportunités économiques liées à la mobilité électrique. Merci Maxime pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ange-Marie Assa, doctorante en transport à l'École nationale des ponts et chaussées. Et aujourd'hui, le travail que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche qui vise, au-delà des débats actuels sur les voitures électriques, à véritablement chiffrer le bilan associé à la transition de la mobilité thermique à la mobilité électrique en France, et surtout dans un contexte d'interdiction probable de la vente des voitures thermiques en France à partir de 2035. Donc, nous avons quantifié les coûts associés à cette transition pour 3 types d'acteurs de la société, principalement les ménages, l'État et la société elle-même. Mais avant d'entrer dans le détail des chiffres, il est important de rappeler certaines hypothèses clés de cette étude. Donc, la première hypothèse, c'est que nous avons considéré un véhicule moyen représentatif qui a une durée de vie qui est estimée à 20 ans. En ce qui concerne la batterie, nous avons estimé sa durée de vie à 10 ans, et donc on suppose qu'on aura un remplacement de la batterie à la moitié de la vie du véhicule. Et enfin, nous avons considéré un ménage français à revenu moyen pour nos calculs. Et donc, le premier résultat qui a été évalué à travers un indicateur qu'on appelle coût total de possession ou TCO. Il s'agit tout simplement de l'ensemble des coûts qui sont associés à la voiture sur tout son cycle de vie, donc depuis l'achat par le particulier jusqu'à sa fin de vie, en passant bien sûr par les dépenses liées à l'utilisation. Et donc nous avons comparé les coûts totaux des possessions pour 4 types de motorisation, l'essence, le diesel, l'électrique et l'hybride. Et comme on peut le voir sur le graphe, le véhicule électrique a le coût total de possession le plus faible, et donc est le moyen aujourd'hui, demeure un choix qui est le plus avantageux pour les ménages en 2035. Et on le voit à travers la partie bleue qui représente les coûts d'achat. Même si le véhicule a un coût d'achat qui est plus élevé que pour les autres modes, ce sont des coûts qui sont compensés par différents facteurs, notamment l'énergie, parce que le fait d'utiliser l'électricité est moins cher que l'essence ou le diesel sur une même distance parcourue. On a aussi la simplicité des pièces de la voiture électrique qui engendre au final moins de coûts d'entretien. Et à ces différents facteurs à l'usage s'ajoutent les subventions de l'État qui visent à encourager cette transition vers l'électrique, mais qui au final allègent la facture pour le ménage. Le deuxième indicateur que nous avons analysé concerne les bilans, donc les gains et les pertes pour chaque type d'acteur, comme je le rappelais, l'État, les ménages et la société. Et dans cette partie, nous avons inclus les externalités, donc principalement
les coûts associés aux gaz à effet de serre, aux polluants atmosphériques et aux nuisances sonores. Et comme on peut le constater sur le graphe, quand on s'intéresse aux ménages, on a un bilan qui est très positif, de plus de 20 000 € sur tout le cycle de la voiture. Donc c'est le bilan de la transition du mode thermique au mode électrique. Au contraire, quand on s'intéresse à l'État, on se rend compte que ce bilan il est très négatif, donc environ moins 20 000 € du côté de l'État. Et cela est dû principalement au fait que non seulement l'État va financer les subventions pour l'électrique, mais l'État va perdre une partie de ses recettes, notamment les taxes qui étaient prélevées sur le carburant ou encore les malus pour le véhicule thermique qui ne sont plus perçus dans ce cas. Et quand on s'intéresse à l'ensemble de la société de manière générale, on a un bilan qui est légèrement positif en 2025 grâce à une réduction des impacts climatiques et sanitaires. Et le troisième critère que nous avons analysé concerne le bilan à long terme. Donc nous avons considéré une période de 2025 à 2070 en supposant un renouvellement progressif de la flotte de véhicules à travers la valeur actualisée nette. Et donc le premier constat, c'est que si on s'intéresse seulement au volet économique, qui est la courbe en vert clair juste en bas, on a un bilan qui est très positif et qui ne fait qu'accroître sur le long terme, estimé à plus de 326 milliards d'euros. Par contre, quand on ajoute les impacts sur l'environnement, donc les externalités, ce bilan pour la collectivité, il double pratiquement pour passer à plus de 600 milliards d'euros. Donc cela pourrait, d'une certaine mesure, justifier l'investissement initial de l'État. Et puisque sur le long terme, plus on avance dans le temps, plus la France tire profit de cette transition. Donc on a une vraie création de valeur, non seulement pour l'économie, mais aussi pour l'environnement. Et donc le constat qui est fait à partir de cette étude, c'est que ici, dans le cadre de cette étude, on ne s'est pas vraiment intéressé à l'évolution des comportements. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'effets rebonds, j'ai entendu. Passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique peut engendrer ce qu'on appelle effet rebond, dans le sens où, par exemple, si rouler à l'électrique coûte moins cher, certains pourraient tenter de parcourir plus de kilomètres avec leur véhicule, ou on aura aussi des cas où certains pourraient carrément abandonner les transports en commun pour rouler en voiture électrique. Et donc ces nouveaux kilomètres parcourus pourraient réduire ou annuler les bénéfices qui ont été calculés dans le cadre de cette étude. Donc mon projet de thèse intervient à ce niveau pour compléter ce travail. Et principalement, j'utiliserai des outils de simulation multi-agents, spécialement le logiciel MATSIM, qui me permet de représenter les décisions à l'échelle de l'Île-de-France, qui est l'échelle de mon travail de stage. Et donc, dans le logiciel, je pourrais éventuellement représenter les réactions réelles face à l'évolution des mobilités, dans le but de quantifier les impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et l'objectif ultime dans le cadre de ce travail, c'est vraiment de comprendre sous quelles conditions la mobilité électrique peut réellement constituer un bénéfice pour toute la société et surtout sous quel niveau de déploiement également on a un bénéfice pour toutes les parties prenantes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous les participants, enfin en tout cas tous les intervenants d'avoir tenu le timing. Est-ce qu'il y a des questions pour les 4 dernières interventions que vous venez de voir? Et Madame, tout à l'heure, avait levé la main en premier. Peut-être vous présenter, comme je disais tout à l'heure. Je suis là pour me renseigner un peu plus sur les énergies renouvelables.
et sur les gains et les opportunités. Et dans ce cadre-là, vous parliez qu'avec la végétalisation, il n'y avait que 2% de gains sur les températures. Mais la question, en changeant la colorimétrie des sols, parce qu'on s'aperçoit, on sait que le blanc permet une réfraction de la lumière, donc de la chaleur, le noir absorbe, et aujourd'hui, tous les sols sont gris foncé, anthracite. Est-ce qu'en modifiant la colorimétrie des murs et des sols, il y aurait une opportunité justement de faire baisser cette température ? Donc oui, alors déjà juste peut-être pour une petite correction, c'était pas 2%, c'était 2 degrés de température. Alors oui, changer la couleur des surfaces, effectivement, c'est un des leviers qui existe, qui est utilisé évalué par plein de chercheurs, y compris plein d'opérationnels. Je crois d'ailleurs qu'il y a une filiale de Vinci qui travaille là-dessus. Alors après, ça dépend où on le fait. Si on le fait sur le revêtement du bâtiment, en fait, il y a un autre effet qui s'appelle un effet piège à lumière, qui sont des réflexions multiples. Donc, en fait, c'est pas parce que vous divisez l'albédo, c'est le terme, par 2 de la surface qu'à l'échelle du quartier, vous gagnez 2. Ça, c'est déjà le premier effet. Maintenant, le discours qu'on a tenu et sur lequel je suis intimement persuadé, c'est qu'en fait, on ne cherche pas à opposer des solutions de végétalisation et des solutions, on va dire, plutôt d'ordre technique. De toute façon, c'est le mix des solutions qui marchera. Et pour en revenir à la question de la végétalisation, quel est l'intérêt de mettre des végétaux s'ils n'ont pas d'eau ? Donc j'ai envie de dire à ce compte-là, oui, c'est d'autres solutions qu'il faut envisager. Par contre, tant qu'on a de l'eau, je veux dire, on a évalué des coûts qui sont ce qu'ils sont, qui peuvent paraître beaucoup, mais qui peuvent être compensés par plein de méthodes, récupération des eaux de pluie, etc. Donc c'est quoi qu'il arrive un mix entre les deux qui doit être utilisé, et c'est pas du tout ou rien, c'est trouver un optimum par rapport à un mix de solutions. Oui, en complément, mais c'est bien ce que je dis, ouais. Oui. Alors après, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que ce phénomène-là, il est aussi lié au caractère. En fait, les matériaux urbains stockent beaucoup plus de chaleur et vont la relarguer beaucoup plus lentement. Donc, c'est un des aspects, la couleur, mais on peut aussi jouer sur le type de matériaux, leur capacité, leur conductivité thermique, etc., etc. Il y avait une main levée dans le public. Bonjour. Pascaline Benoît, je suis chargée RSE chez Vinci Construction Grand Projet. Ma question est la suivante. Sur l'étude qui a été menée pour la comparatif entre véhicules électriques et thermiques, est-ce que vous avez pris en considération l'aspect élimination du véhicule et des batteries en particulier ? L'aspect élimination dans le sens où on a un renouvellement progressif du parc, c'est ça? Non, élimination du véhicule en lui-même, en fait. Ah, ok, les coûts associés après la fin de vie du véhicule. Oui, ce sont des coûts qui sont intégrés parce qu'à la fin, on a soit pour les batteries et le véhicule, on a soit le recyclage des batteries, des pièces du véhicule, ou leur élimination. Donc, c'est des coûts qui sont pris en compte dans les calculs. Merci. Il y avait une main levée tout en haut. Bonjour, je suis ingénieur dans la vie, mais ma question, je la pose en tant que citoyen. Ma question donc, est pour Charlotte et Thierry. Donc en fait, j'ai vu que vous avez mesuré les 2 degrés sur la différence de température de l'air, mais j'ai l'impression que les 2 degrés peuvent donner l'impression que c'est que 2 degrés, alors qu'un corps humain qui est exposé au soleil, il va absorber la chaleur par convection, mais aussi par rayonnement. Et donc, il y a une intensité de l'absorption de cette énergie-là et dans le temps. Donc, moi, vous êtes plus confronté que moi à la question. Moi, juste comme citoyen, j'ai assisté à la rénovation d'une cour d'école où, après des discussions pendant une année, ils ont décidé de mettre de l'asphalte et considéraient que les arbres étaient dangereux parce que les feuilles mouillées peuvent faire glisser. J'ai entendu tout et n'importe quoi.
Donc je me demande, vous qui êtes confrontés à ces questions-là, c'est quoi vraiment qu'est-ce qui empêche vraiment l'implantation, enfin de mettre des arbres dans les cours d'école, hein. Donc ça, c'était mon sujet, mais ailleurs aussi. Alors, je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre par rapport déjà les 2 degrés. Est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. En fait, il faut bien dissocier différents éléments. C'est-à-dire qu'il y a les températures à l'échelle mondiale. Très bien, ça augmente de 2, 3. Enfin, depuis l'ère pré-industrielle, c'est un peu plus. Maintenant, en ville, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est éviter un phénomène qui s'appelle le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Ce phénomène-là, c'est pas quelque chose qui est en lien avec le changement climatique. C'est uniquement quelque chose qui est en lien avec l'artificialisation des surfaces. À Paris, ce phénomène-là, en moyenne, c'est 3 degrés. Donc là, avec une solution de végétalisation, on l'a compensé aux 2 tiers. C'est la différence de température entre ce qui se passe à l'intérieur de Paris et à l'extérieur. Donc 2 degrés, j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup. Là, ce qu'on a réussi à compenser, à évaluer, c'est quasiment l'intégralité du phénomène d'îlot de chaleur urbain, lié à l'urbanisation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que vous avez rapporté fait plus référence à... Alors là, on était sur l'énergétique du bâtiment et de la consommation d'énergie, donc on n'était que sur la température. Là, ce à quoi vous avez fait référence, c'est ce qu'on appelle le confort thermique. Le confort thermique, il dépend de plusieurs éléments. La température, qui en est un, mais il dépend aussi, c'est un ressenti, c'est une perception, de la vitesse de vent. On sent toujours qu'il fait... On sent un peu mieux quand il y a un peu plus de vent que quand il n'y en a pas. Et de l'ombrage. Donc globalement, quand il fait chaud, vous et moi, on part en tant que citoyen, on se met sous un arbre, c'est quand même plus logique. Voilà, donc ça fait partie d'autres notions, alors qu'on n'a pas établi dans ce travail-là, mais effectivement, pour ça, l'arbre en ville est intéressant. Alors maintenant, la dernière question, je suis désolé, je vais noyer un peu le poisson, qui est... Pourquoi on n'en met pas plus dans les écoles? Alors, la première réponse que je vous apporterai, je vous conseille de vous rapprocher de la mairie de quartier. La première. La deuxième, je suppose que ces genres de travaux-là ont un coût, déjà. Donc, je pense qu'on connaît tous à peu près l'état des finances publiques. Et la troisième, et il faut quand même être logique et cohérent là-dessus, en fait, il y a des questions de responsabilité, il me semble. Alors, il y a des écoles qui arrivent à les mettre en place. Alors, je ne parle pas d'un enfant qui va se cogner contre un mur, mais il suffit qu'il y ait un petit coup de vent, etc. Je ne suis pas le plus à même, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais de ce que j'en ai compris, c'est quand même le maire ou enfin, le représentant de l'autorité administrative qui est responsable au pénal s'il y a le moins de problèmes. Donc je suppose qu'il doit y avoir aussi ces éléments-là, mais je vous suggère de vous rapprocher de votre mairie de quartier pour savoir pourquoi ils ne me font pas plus de cours Oasis. Voilà. Merci à vous. On a le temps pour une toute dernière question. Il y a une main qui se lève là-haut. Vous avez évalué l'effet de la végétalisation selon un modèle. Est-ce que vous avez aussi des données réelles, à l'instar de ce qui a été présenté précédemment sur le bâtiment et les consommations d'énergie? Alors, 52 secondes. Donc, oui, on en a. Alors, il y a des expérimentations qui ont été faites avant et après rénovation, notamment à Paris. Je crois que c'est les collègues de l'université Gustave Eiffel qui ont fait ça sur un parking où ils trouvent à peu près les mêmes ordres de grandeur que nous. Hein. Après, je tiens quand même à préciser que le modèle qu'on utilise, c'est un modèle qui a été validé sur des mesures. Donc en fait, une fois qu'il est validé, on suppose qu'il est valide pour toutes conditions. Donc voilà, ce qu'on rapporte est relativement proche de la réalité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et j'allais dire tous. Oui, tous, parce qu'il y avait quand même 2 intervenants. On peut les applaudir à nouveau. Il nous reste 20 secondes sur le timing. Ça me laisse le temps de remercier déjà Maria Beraldi, avec qui on a préparé cet événement, qui est là, qui est cachée. Vous pouvez l'applaudir aussi. Et puis
Et puis les équipes de Léonard qui nous accueillent chaque année à l'occasion du festival. Donc il y a Emmanuel, Lucas, Mégane et bien d'autres qui sont en coulisses et qui nous permettent d'avoir des événements qui sont vraiment hyper confort pour nous. Et très heureux d'être challengé chaque année sur la thématique du festival. Merci à tous et à toutes et à bientôt.